Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Agnès Perrin-Doucet, la doyenne de la faculté d'éducation. Je ne vais pas rester toute la conférence avec vous. Je vais vous laisser avec les responsables de la formation et les chevilles ouvrières de cette formation. Mais je voudrais juste vous présenter notre faculté. C'est important de savoir où on vient et d'où vient cette faculté. Et puis, quelques éléments de notre université pour que vous puissiez vous situer. Donc, bienvenue à la faculté d'éducation dans cette présentation des parcours de la mention sciences, éducation et de la formation et des 4 parcours de master qui sont ouverts sur mon master cette année. Alors, la faculté d'éducation, vous allez voir dans le gymnase, où vous avez pu voir si vous y êtes allé, c'est une composante de l'université de Montpellier qui est une jeune composante, puisqu'on a fêté nos 10 ans l'année dernière, mais qui est installée sur une vieille maison, puisque nous sommes l'ancienne IUFM et avant les anciennes écoles normales. Et par, j'allais dire, un heureux hasard de situation politique et administrative, nous ne sommes pas devenus un institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Il existe à Montpellier, mais c'est une structure administrative. Nous sommes devenus une UFR de plein exercice, ce qui nous a permis d'associer dans nos formations à nos formations traditionnelles liées au métier de l'enseignement, des formations liées au métier de l'éducation et de la formation. Et donc, ce master sciences d'éducation et de la formation, qu'on appelle CEF. Voilà. Donc, la faculté d'éducation est déployée sur 5 sites du territoire, mais cette mention est portée uniquement sur le site de Montpellier. Donc, je donne très rapidement, parce que j'aime bien que les étudiants comprennent où ils sont. Donc, nos différents sites à Carcassonne, nous sommes tous installés dans les anciennes écoles normales. Vous pouvez le voir dans les bâtiments. Donc, on a pour 4 sites sur 5 de vieux bâtiments, mais des bâtiments qui ont une vue au sens patrimoniaux, historique. Et c'est important, je pense, même pour cette mention qui n'est pas une mention qui va vers les métiers de l'enseignement. Donc, Carcassonne, Mende, qui a le plus beau site. Vous avez pu voir qu'il y a même une petite cité universitaire. Montpellier, donc où vous êtes. Nîmes. Et alors Nîmes, qui est la plus vieille école normale de la région, parce que c'est 1830. Donc c'est les très très anciens. Ici, c'est 1853. Et Perpignan, qui a des bâtiments récents, par contre, plus récents, des bâtiments de la fin de la deuxième moitié du XXe siècle. Je crois que le site a été complètement revu entre 75 et 80. Alors, c'est une faculté héritière de l'histoire de l'école républicaine, de l'histoire de l'école républicaine, et même si votre projet n'est pas d'aller vers les métiers de l'enseignement, c'est important parce que on y retrouve les valeurs qui sont portées là. Et je regarde Jean-Marc parce que on a travaillé ensemble sur des questions d'éducation aux valeurs. Donc voilà, vous voyez que c'est donc un lieu qui a du patrimoine, et notamment avec le centre de recherche de documentation et de recherche en histoire de l'éducation. Vous avez une photo de notre petite bibliothèque et puis de lieux de conservation sur lesquels peut-être vous serez amené à travailler à un moment ou à un autre, mais je laisse mes collègues en parler mieux que moi. Et puis, c'est une faculté tournée vers l'avenir. Alors là, on va retrouver finalement des éléments de votre formation avec la question de la transition écologique, du développement soutenable, avec un composteur que vous pourrez voir vers la cafétéria, qui est un composteur expérimental qui est lié à un travail d'un laboratoire de recherche qui n'est pas chez nous, mais qui est à l'Université de Montpellier et d'une start-up, et qui donc est installé ici parce que nous participons à ces éléments-là. De
salles qui sont des laboratoires d'apprentissage dans lesquels on peut travailler, d'un studio d'enregistrement qui est fondateur d'une web radio en devenir, qui j'espère va enfin pouvoir émettre. Cette web radio s'est constituée juste avant le Covid et donc s'est arrêtée aux portes du Covid. Parce que notamment l'enseignant qui était à la base de ce projet a pris une disponibilité pendant le Covid et après le Covid. Mais voilà, ça fait partie de ces éléments forts sur lesquels je pense qu'il est important d'échanger avec vous. On est certes une vieille maison, mais une vieille maison tournée vers l'avenir avec toutes ces questions que vous aborderez. Mais on a aussi un espace culturel que vous pourrez... dans le bâtiment A, qui est un lieu très important et qu'on pourrait ajouter dans cette diaporama. Et puis, notre composante est une faculté inclusive dans une université inclusive. Alors ça, c'est un point très important. La faculté d'éducation, c'est une composante de l'Université de Montpellier. Le diplôme que vous aurez, ce ne sera pas un diplôme de la faculté d'éducation, ce sera un diplôme de l'Université de Montpellier. C'est l'université qui porte les diplômes et les mentions. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que l'Université de Montpellier est une grande université. C'est une grande université en nombre d'étudiants, puisqu'elle est issue de la fusion il y a 10 ans de l'Université Montpellier 1 et Montpellier 2. Il y a 55 000 étudiants et c'est en gros en nombre d'étudiants la 6e université de France, mais c'est aussi une université qui compte dans les sondages internationaux, dans les classements internationaux. Vous savez que vous ne savez pas, mais vous l'apprendrez si vous ne le savez pas, que ce sont des éléments importants de valorisation des diplômes et notamment, compte tenu des parcours qui sont développés ici, je voudrais m'arrêter sur la place au classement de Shanghai en écologie. Elle est en 7e position cette année. Elle a été longtemps en 1re et 2e position. Elle est en 7e position parce qu'il y a eu un rééquilibrage des publications entre les grandes universités internationales. C'est énorme, être en 7e position. Et elle est dans le top 200 des universités mondiales. Elle est aussi bien classée dans les classements en éducation. Voilà. Donc c'est une université qui compte. C'est aussi une université qui a le souci de ses étudiants. Et qui a obtenu récemment un label important qui me semble particulièrement important quand on veut s'engager en éducation et formation, c'est le label Alliance. Alors qu'est-ce que c'est que ce label ? Les universités peuvent intégrer des normes, les normes AFNOR. Notre université, comme toutes les universités de France, s'engage progressivement dans ces certifications. Le label Alliance, c'est un label qui certifie, c'est la seule université de France qui a pour l'instant ce label, qui certifie que c'est une université qui lutte pour l'égalité femmes-hommes et pour l'égalité dans la diversité. Donc c'est important. La faculté d'éducation a été auditionnée au moment où on a obtenu ce label et donc c'est quelque chose qui va compter dans votre parcours parce que ça veut dire qu'on est attentif à ces questions particulièrement. Et bien entendu, la faculté d'éducation, alors j'allais dire par obligation, puisqu'on forme en éducation et en formation, c'est donc absolument obligatoire qu'on puisse être engagé sur ces questions et porter ces valeurs. Voilà. Donc, il y a aussi un gros travail de fait. Alors là, comme dans toutes les universités, je pense, mais avec une attention particulière à la question de l'inclusion des étudiants en situation de handicap. Alors de handicap reconnu ou non reconnu, c'est-à-dire il peut y avoir un handicap temporaire, on peut se casser un bras, on peut se casser une jambe, on va avoir un temps de handicap temporaire, on peut avoir aussi des besoins particuliers. Donc on a à la faculté d'éducation une collègue qui est le relais comme dans toutes les facultés de l'Université de Montpellier, on a un relais handicap, Laure Ross, et donc avec on a un petit logo qui rappelle qu'on est une faculté inclusive. On a aussi, voilà, toutes ces questions-là sont des questions importantes. Être dans une grande université, c'est aussi pouvoir avoir un peu plus de moyens pour la vie étudiante. On a maintenant un foyer étudiant qui a été payé par notre université. On va avoir de gros travaux pour rendre notre bâtiment, le bâtiment qui est à l'entrée, qui est le bâtiment B,
accessible aux étudiants en situation de handicap. Voilà. C'est tous ces éléments-là qui comptent parce qu'on est dans une université qui a pas beaucoup de moyens, parce que les universités n'ont pas beaucoup de moyens, mais un peu plus de moyens que d'autres universités plus petites ou qui n'ont pas eu de grands projets internationaux validés. Et enfin, les cursus et les missions de la faculté d'éducation. Et après, je vais vous laisser, c'est la dernière diapo. Donc, ces cursus, on vise quoi? On vise à former des animateurs, des médiateurs, des enseignants, des personnels de l'éducation, de l'encadrement éducatif, de l'éducation et des formateurs. Merci beaucoup, Madame la doyenne, pour cette présentation et donc cette bienvenue à la faculté d'éducation. Caroline Blanc-Villain, responsable de la mention sciences de l'éducation. Donc, nous allons vous présenter dans un premier temps le tronc commun. Ensuite, les 4 parcours de master qui constituent donc cette mention sciences de l'éducation et de la formation. Ensuite, les débouchés après le master, les modalités pour candidater et ensuite, nous aurons un temps d'échange, questions-réponses. Alors, le tronc commun. Ce master, donc, il s'adresse à un public qui s'intéresse aux questions éducatives. Vous l'avez entendu dans le discours de Madame la doyenne. Dans cette faculté d'éducation, au sens large, on s'intéresse certes à la formation scolaire, mais à l'éducation informelle, aux formations d'adultes. Donc, dans ce tronc commun qui se déroule, alors oui, je le reprécise, le tronc commun, comme les 4 parcours, se déroule en présentiel et uniquement sur le site de la faculté d'éducation de Montpellier. Donc, il est adossé au laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. L'ensemble de mes collègues et moi-même donc, sommes enseignants-chercheurs dans ce laboratoire. Donc, au sein de cette mention, il va y avoir des finalités professionnelles et scientifiques propres à chaque parcours. Néanmoins, il y a un point commun, c'est l'ingénierie de formation, la conduite de projet, l'interculturalité et, puisque c'est une entrée en master, une initiation à la recherche qui est une part importante de cette formation de second cycle. Donc, en M1, vous avez des UE communes. En M2, chaque parcours s'engage pleinement dans ses spécificités. Donc, nous avons fait le choix pour 3 parcours de mettre une UE commune, c'est la langue vivante anglais. Pourquoi 3 parcours? Parce que vous le verrez dans quelques instants, il y a un des parcours qui nécessite donc d'avoir déjà des connaissances avancées en anglais. Et ce parcours, c'est le parcours EFAL, enseignement et ingénierie de la formation en français et anglais langue étrangère, dont le responsable est donc Monsieur Brahim Azaoui. Merci beaucoup, Madame Blanc-Villain. Bonjour tout le monde. Donc, je suis en effet responsable de ce master qui existe depuis à peu près 6-7 ans, en 2025, ça doit faire à peu près 7 ans, voire un peu plus. Je vais alors reprendre quelques éléments principaux sur les objectifs. Bon, ça a été dit avec ce qu'a présenté Madame Blanc-Villain sur les objectifs principaux de la mention sciences de l'édu, qui en effet, le master EFAL est plus orienté autour des didactiques des langues, et notamment en gros le français langue étrangère et l'anglais langue étrangère. Donc l'importance d'avoir des compétences déjà à peu près établies dans ces 2 langues, même je dis dans ces 2 langues parce qu'on a une partie des effectifs qui sont des étudiants étrangers, qui viennent à travers le monde. Là, cette année, ça va du Japon aux États-Unis, au Kazakhstan, voilà, vous prenez ce que vous voulez. On commence à nommer presque toute la liste des pays au fur et à mesure, hein, pas cette année. Donc, il y en a qui ont en effet ces compétences, qui ont besoin de consolider des compétences et d'avoir déjà des compétences établies en français et pour l'anglais, à partir des résultats que l'on peut observer sur les résultats, sur les bulletins qui nous sont transmis. Donc l'idée, c'est évidemment par rapport à ces exigences, être en capacité notamment d'enseigner les langues en France ou à l'étranger, quelle que soit la structure, par l'éducation nationale, donc pas dans des établissements publics. Je crois que ça avait été dit, hein, mais ni le master EFAL ni les autres ne préparent au concours de l'éducation nationale.
Donc là, l'idée n'est pas d'enseigner dans des établissements publics, mais dans des établissements privés pour la plupart, dans des associations où on va être confronté à des besoins linguistiques, que ce soit auprès de migrants adultes comme la CIMAD ou dans d'autres, ou GAM ou d'autres associations, des écoles de langue, LSF ou les Alliances françaises ou autres. Et évidemment, tout ce qui va relever de l'ingénierie, donc à un niveau entre guillemets au-dessus, sans poser de hiérarchie, mais qui va être dans l'accompagnement plutôt des enseignants et des formateurs sur ces questions-là. Parfois, on a également, mais j'arriverai sur les débouchés, des personnes qui travaillent pas directement dans les langues, mais dans la coordination pédagogique, et ce de manière générale, par exemple dans des Greta. Donc l'intérêt pour les langues, c'est ce que je disais, et évidemment la formation, mais ça va être l'intitulé l'indique déjà très clairement. Allier la découverte du monde du monde et du travail, parce qu'il y a 2 périodes de stage en M1 et en M2. 1 mois en M1 et 4 mois en M2. C'est à peu près le minimum. Il y a toujours une forme de flexibilité, et qu'on a une partie des étudiants qui vont faire leur stage à l'étranger. Que ce soit en Corée, que ce soit là, il y en a qui sont partis au Chili, au Mexique. On a des partenaires évidemment à travers, de plus en plus à travers le monde. La Croatie de l'Alliance française nous sollicite pour des stagiaires pour l'année prochaine. Donc voilà, ça fait partie de l'intérêt évidemment pour l'altérité de manière générale, même s'il ne faut pas la réduire à ce qui est étranger hors France. Et comme je le disais lors des classes internationales, un ancien étudiant disait que c'était Erasmus en France, parce qu'en effet, voilà, comme je le disais, il y a une grande diversité de profils géographiques, ethniques, linguistiques et de parcours. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement des personnes qui ont fait un DU français langue étrangère ou une fac d'anglais. On a une étudiante en M1 là, qui vient de musicologie. Et c'est ce qui apporte aussi une des richesses du master EFAL, du parcours EFAL, pardon. Du parcours EFAL, c'est d'avoir ces profils totalement différents, mais avec un même intérêt, aussi bien pour la formation que pour la question des langues. Alors, je ne vais pas revenir sur chaque détail, hein, évidemment, mais comme Madame Lanvillin l'a dit, il y a 3 yeux qui sont propres à la mention, commune à la mention, ingénierie de la formation, recherche et formation à l'interculturalité dont je suis le responsable. Et ensuite, bon, des yeux qui sont à peu près évidents par rapport au parcours EFAL, donc la conduite de projet. La didactique des langues, alors il y a découverte d'une langue inconnue. Elle restera inconnue jusqu'à ce que... Je ne vous dirai pas ce qu'ils apprennent cette année. Je peux vous dire qu'il y a 2-3 ans, c'était le coréen. Malheureusement, la personne qui donnait ces cours-là est partie travailler. C'était Hyun Young, une ancienne doctorante. Et là, elle est en Corse aujourd'hui. Et donc là, c'est une nouvelle langue inconnue. Et des renforcements linguistiques. Donc, pour notamment... Alors, c'est vrai qu'habituellement, les renforcements en langue en français concerne les étudiants étrangers et l'anglais pour les étudiants français, mais parfois on a des étudiants étrangers qui ont leur maîtrise du français est bien meilleure que des Français et vont parfois consolider même des compétences en anglais. Peut-être pour l'année prochaine, il y a un changement à ce niveau-là pour avoir des renforcements de la langue en tant que telle. Parce qu'on s'aperçoit que les étudiants, et notamment français, parce qu'ils leur cours de français remontent assez loin, ne savent peut-être même plus ce qu'est un pronom, ce qu'est un adjectif, ce qu'est un déterminant, et pourquoi ils utilisent tel ou tel élément linguistique. Donc il y a peut-être des renforcements, pas peut-être, il y a des renforcements linguistiques à avoir à ce niveau-là aussi. Là, c'est pour le M2, et le M2, alors il est vraiment... la plupart des enseignements se font donc au premier semestre en S3, parce qu'ensuite le S4, le dernier semestre, est quasiment consacré entier au stage. À partir de fin janvier, c'est pour ça que certains sont déjà partis en Équateur, au Chili, Mexique, depuis fin janvier. Il y a quelques séminaires, donc assez denses le mois de janvier, et ensuite les étudiants partent pour leur stage en France ou à l'étranger. Voilà. Et alors bien distinguer les questions administratives, vous avez l'adresse et c'est Madame Largeron qui va s'occuper du Master EFAL comme des autres parcours. Donc c'est vraiment la personne à contacter en premier si vous avez des questions plus d'ordre administratif, en termes de calendrier, en termes de documents à soumettre. Et si vous avez des questions beaucoup plus orientées pédagogie, débouchés, ou les éventuels
attendu à ce niveau-là. C'est évidemment de mon côté que vous pouvez vous renseigner, n'hésitez pas. Merci Monsieur Azaoui. Donc le parcours médiation artistique et culturelle. Vous avez ici trois images qui rendent compte de notre impact, j'allais dire, sur le territoire. Alors, on a évoqué tout à l'heure avec Madame la doyenne l'espace culturel que vous pourrez découvrir au rez-de-chaussée du bâtiment A, qui accueille actuellement une exposition sur la biodiversité. Cet espace culturel, vous l'avez à votre gauche. Vous avez donc une classe, vous avez des étudiants et une exposition qui montrait les travaux d'une illustratrice qui s'appelle Perrine Boyer. Et donc, les étudiants de deuxième année du parcours médiation artistique et culturelle avaient conçu l'exposition du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils étaient en charge donc, de cette médiation artistique. Et ensuite, les M1 ont proposé des visites thématiques de cet espace-là. Donc cet espace culturel, c'est un réel espace pédagogique qui nous permet d'expérimenter. Au centre, vous avez là aussi des étudiants de la formation qui participent à la nocturne étudiante du musée Fabre. J'en profite pour vous dire que c'est jeudi prochain, 13 février. Donc les étudiants de première année sont engagés avec le musée Fabre pour présenter des médiations. Le parcours, alors, donc c'est un parcours professionnalisant, même si, comme l'ensemble des 4 parcours, eh bien, il y a une poursuite d'études en doctorat, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est adossé à un laboratoire de recherche, donc c'est tout à fait envisageable. Ça va dépendre de l'engagement et du projet professionnel de l'étudiant. Donc, qu'est-ce qu'on va réaliser dans ce parcours d'éducation artistique et culturelle ? Eh bien, c'est concevoir, réaliser des actions et des projets de médiation. Donc, on est bien sur une double connaissance en éducation et culture. Je vous l'ai dit avec cette introduction, de nombreux partenaires travaillent avec nous. Nous avons dans la formation, d'ailleurs, des intervenants qui sont des professionnels, qui nous viennent aussi bien sur le territoire, si vous connaissez le territoire montpelliérain du MOCO pour les arts plastiques et les arts contemporains, du théâtre des 13 vents pour le théâtre. C'est aussi les médiathèques. Donc vous voyez, on a un empan comme ça et des professionnels qui interviennent dans notre formation. Le choix de ce parcours, c'est une pédagogie active, donc qui permet de développer la créativité et l'autonomie de l'étudiant. Comme je vous l'ai présenté, des projets concrets dans lesquels les étudiants s'engagent. Et le programme pédagogique, eh bien, il alterne des périodes d'enseignement, de projets, de workshops. Alors, qu'est-ce qu'on dit derrière workshop ? Ce sont des ateliers avec des intervenants. Nous, pour tout exemple, une danseuse chorégraphe est intervenue, puisque quand on s'engage dans la médiation artistique et culturelle, eh bien, il y a effectivement une phase théorique en recherche pointue sur les savoirs actuels et précis, et il y a aussi eh bien, cette question des arts. Et si on veut proposer un atelier en danse, eh bien, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est que de se mettre le corps en mouvement. Donc les étudiants participent à ces ateliers. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc une équipe pédagogique pluridisciplinaire et pluricatégorielle, c'est-à-dire que vous avez des enseignants-chercheurs et des artistes, médiateurs, chefs de service dans les collectivités, par exemple, territoriales. Alors, on va développer dans ce parcours les compétences spécifiques liées à la médiation artistique et culturelle. Savoir savant, savoir-faire et savoir-être. Il y a vraiment un point important d'une tension entre de la pratique et de la théorie qui est vraiment dans l'ADN du parcours. Parce qu'on va construire des compétences qui sont transversales et je vous l'ai dit, dans une pédagogie active, dans un cadre collaboratif. Ce qui permet finalement d'accueillir des étudiants qui viennent de licences tout à fait variées. Et ça, c'est vraiment important. Si on a des étudiants qui viennent d'une licence d'histoire de l'art,
On a aussi des étudiants qui viennent d'une licence sciences de l'éducation, d'autres qui vont venir d'une licence musicologie, par exemple, pour rebondir. Et dans ce master-là, cette diversité fait qu'on a des groupes d'étudiants avec une dynamique, des compétences qui vont être différentes et une émulation. Et je ne vous cache pas que c'est tout à fait plaisant. Enfin, chaque promotion est différente, mais chaque promotion, il y a vraiment une synergie qui se passe et un engagement des étudiants que je tiens à souligner. D'ailleurs, vous pourrez aller rencontrer quelques étudiants tout à l'heure dans le gymnase. Ah oui, un anglais qui est appliqué au métier, à la médiation, c'est-à-dire qu'il y a en M1 comme en M2 une UE consacrée à la langue vivante et il y a également une UE tout en anglais qui permet de s'exprimer et d'être en mesure, par exemple, de faire une visite au musée Fabre en anglais à d'autres étudiants. Et c'est porté donc par monsieur Azaoui. Enfin, on a en M2 un projet tutoré chez un de nos partenaires. Donc le projet tutoré, qu'est-ce que c'est? C'est une UE qui est filée toute l'année et qui permet une expérience dans une immersion professionnelle. C'est-à-dire que tous les vendredis sont dédiés à un projet qui est conçu, co-construit avec nos partenaires. Et on a des binômes ou trinômes d'étudiants qui vont réaliser un projet. Par exemple, pour que ça soit un petit peu concret, notre partenaire, donc le théâtre de Sète, accueille 2 étudiantes et ils doivent réaliser par exemple, des feuilles de salle pour accueillir des publics à besoins particuliers lors de représentations théâtrales. Donc voilà, il y a des missions, il y a toute l'année pour le réaliser. En M1, il n'y a pas à proprement parler de stage. Néanmoins, il y a une possibilité de réaliser des stages à l'initiative de l'étudiant. Et tous les ans, on a des étudiants qui font un, voire plusieurs stages, puisqu'on fait en sorte que, à partir de début mai, les cours soient terminés, si ce n'est le travail de recherche qui se poursuit, j'ai envie de dire, en continu. Et donc, certains étudiants s'engagent dans des stages. Donc là, je vous l'ai dit, les étudiants titulaires d'une licence sciences de l'éducation, médiation culturelle, d'une discipline artistique ou d'une discipline consécutive des sciences de l'éducation, psychologie, sociologie ou philosophie. On accueille également des professionnels de la médiation ou de la culture dans le parcours. Les étudiants et étudiantes sont principalement titulaires d'une licence, mais on a aussi des étudiants étrangers, moins que dans le parcours EFAL, mais tous les ans on a quelques étudiants qui nous viennent de Colombie par exemple, du Liban, encore cette année. Pour les infos pratiques, vous allez avoir 4 fois cette diapo. Donc, vous voyez, on insiste. Pour ce qui est le lien avec les enseignements, ce sont les responsables de parcours. Et puis, toutes les questions administratives, c'est évidemment la scolarité qui est aussi présente aujourd'hui dans le gymnase. Je vous remercie et je passe la parole à Monsieur Lange, donc responsable du M1. Et ensuite, Madame Arbois a une petite extinction de voix, donc peut-être que Monsieur Lange... Voilà, je vais prendre le relais. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Marc Lange, je suis responsable du M1 et je prends la parole à la place de France Arbois-Calas. Et par contre, je vais un peu improviser sur les diapos que je n'ai pas regardé en amont particulièrement. Mais voilà, je vais vous parler quand même de ce parcours qui est, dont le titre, comme ça, peut paraître peu parlant, mais qui parle, en fait, avec l'idée de réseau, avec l'idée de responsabilité sociétale, avec l'idée de développement durable. C'est un parcours qui s'intéresse aux questions de transition écologique, des organisations sur des territoires spécifiques. Et l'objectif de ce parcours, c'est de s'intéresser à ces grands enjeux contemporains de façon à développer
chez les étudiants qui participent, une culture générale, mais généraliste dans le sens non spécialiste d'un domaine en particulier, mais qui permet d'aborder la transition écologique de façon non fragmentaire, avec une vision globale, systémique et complexe de ce que ça signifie. Là, on vous a mis quelques-uns des grands enjeux contemporains dont il faut avoir une connaissance scientifique et sociétale minimale pour pouvoir s'intéresser à ces enjeux-là. Bien sûr, on travaille dans le cadre des objectifs du développement durable. C'est pour ça qu'on retrouve le DD dans le titre de ce parcours. Vous les connaissez certainement. Et nous avons deux grands types de domaines qui sont concernés. Ça peut être le secteur public avec donc les collectivités territoriales ou les institutions territoriales. Ça peut être par exemple comme les parcs naturels régionaux, des réserves, enfin tous ces types de dispositifs institutionnels ancrés sur un territoire et qui relèvent du service public ou semi-public. Et puis aussi le secteur privé avec le monde associatif, le monde de l'entreprise solidaire, le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est le mot que je cherchais, le monde associatif, mais aussi les entreprises plus classiques qui sont amenées à développer une approche de reporting. On va parler de reporting non financé, c'est-à-dire de bilan d'impact de l'entreprise sur le territoire où ils sont et dans le réseau sur lequel ils interviennent en termes d'environnement, en termes d'impact social, en termes de changement climatique, en termes d'impact sur la biodiversité, quelle que soit la nature de l'entreprise et quels que soient les aléas politiques qui font que le cadre juridique peut être amené à évoluer. Et en tout cas, les questionnements restent. D'où ce titre de responsabilité sociétale et développement durable en entreprise qui caractérise notre parcours. Voilà, alors on va s'intéresser à tout ce qui a pu être développé dans le cadre des sciences de l'éducation et de la formation comme outil à la fois conceptuel, méthodologique, et pour mettre tout ce savoir-faire au service du milieu éducatif formel et non formel, en vue de développer deux types de compétences. Ce qu'on appelle l'ensemble des compétences vertes, le Green Comp en termes européens, les compétences vertes d'une part, et d'autre part les compétences psychosociales qui vont être mises au service de l'accompagnement ou de l'accompagnement au changement en vue de la transition écologique et également au service de l'innovation économique, environnementale et sociale. Voilà. Alors, comment accède-t-on à tout ça, à tout cela, à cette acquisition et développement de ces compétences spécifiques? Eh bien, c'est en travaillant sur des études de cas avec une approche systémique et complexe. Là, on vous a mis une petite photo de Edgar Morin. Je ne sais pas si c'est un personnage, un grand auteur français, un sociologue et philosophe des sciences, qui a une œuvre assez considérable et puis qui a eu un pied-à-terre à Montpellier pendant longtemps, même si là maintenant il n'est plus près des hôpitaux parisiens parce qu'il a dépassé les 103 ans, mais il est toujours actif et continue de publier. Mais c'est bien dans cet esprit-là qu'on conçoit nos formations avec des approches sur des cas, des études de cas réels pour développer cette pensée systémique, critique et complexe dont on a besoin pour assumer la transition. Alors cette formation, elle s'adresse à qui? Eh bien, à des étudiants, vous sûrement, qui avez un niveau de licence qui peut venir d'orientations très diverses, parce qu'on favorise en fait cette diversité d'origine de façon à avoir une richesse dans les échanges et dans les compétences déjà acquises et sur lesquelles on va pouvoir travailler et mettre en commun au service de ce qu'on appelle, nous, une intelligence collective. Voilà, donc une grande diversité, une diversité aussi d'origine nationale. La moitié, cette année, dans les deux promotions, la moitié des étudiants sont d'origine étrangère, européenne ou extra-européenne. On a eu une coréenne, effectivement, on a eu une américaine, on a eu une anglaise, on a des africains, on a aussi plusieurs comoriens cette année, etc.
il y a une très grande diversité d'origines et on met tout ça au service de ces approches multiculturelles. Et ça, c'est un point commun à l'ensemble en fait de nos parcours, la multiculturalité, c'est-à-dire on peut apprendre à gérer ces défis globaux au niveau local à condition d'avoir des approches respectueuses des différentes cultures. C'est ce qu'on appelle l'interculturalité, dont nous avons Monsieur Azaoui qui est le spécialiste à côté de moi, d'où cette UE en commun. Voilà, alors l'organisation de la formation, eh bien, on va retrouver le tronc commun en M1. Et là, je vais insister sur ce qui est notre caractéristique. C'est d'abord une grosse UE qui est sur la compréhension, en fait, des enjeux de la transition écologique qui est rarement présentée de façon, on va dire, pertinente et subtile dans les médias. Et donc, il y a besoin d'aller aux fondamentaux. Ce que nous, on va appeler une approche socio-historique et épistémologique des choses. Il faut comprendre les choses pour les poser correctement. Pour poser correctement les problèmes, il faut commencer par déconstruire ce qu'on croit savoir sur ces objets-là. Sinon, on pose des solutions qui n'en sont pas. Et voilà, donc là, il y a une grosse UE qui va dans ce sens-là. Et puis, au S2, l'originalité aussi, c'est de participer, grâce à des professionnels qui sont associés à l'équipe pédagogique, à des projets tutorés sur commande réelle. C'est-à-dire, nous avons des commanditaires qui font appel à nous pour résoudre des problèmes de transition écologique, pour leur activité en général. Ça peut être une collectivité territoriale, par exemple, l'année dernière, c'était la communauté de communes des Baronnies, en Provence. On a eu aussi, par exemple, la gare de Lunel, l'ancienne gare de Lunel. La SNCF se demandait quoi faire de cette ancienne gare, puisqu'il y avait la nouvelle gare à côté. Et ils voulaient transformer, la commune, en tout cas la SNCF, voulait transformer ça en un tiers-lieu. Alors, comment, pour faire quoi? Voilà. Et nos étudiants ont travaillé sur cette commande réelle. Cette année, par exemple, il y a un groupe qui travaille sur l'Institut des plages. Vous savez qu'il y a un problème de recul du trait de côte, je ne sais pas si ça vous parle, dans l'Hérault. Il y a un institut qui est porté par plusieurs universités. Et dans cet institut, qui fait appel à des scientifiques des sciences de la nature, des géomorphologues, etc., il y a aussi un projet de tiers-lieu pour faire quoi, comment. Et donc là, nos étudiants travaillent sur ce projet. C'est pour exemplifier. En M2, donc, on va continuer à approfondir et également à développer d'autres compétences, en particulier aussi dans le domaine psychologique. Dès qu'on parle de transition, on parle de changement et quelles sont les modalités psychologiques et donc les compétences psychosociales pour arriver à prendre en charge tout cela. Ça, c'est la spécialité de France Arbois qui est à côté. Et puis, donc un certain nombre d'UE, y compris une UE, par exemple, qui passe par les jeux sérieux de façon à mobiliser des acteurs. Et puis, une UE qui est centrée sur l'analyse territoriale, comprendre quelles sont les parties prenantes, donc les réseaux d'acteurs en jeu sur un enjeu en particulier, et comment ces parties prenantes, ces différents acteurs, peuvent collaborer ou pas, et quels sont les leviers et quels sont les freins, en vue de constituer non pas un projet pour le territoire, mais ce qu'on va appeler un territoire de projet, c'est-à-dire quelque chose qui parte de ce que les gens veulent faire ou que les institutions veulent faire ou les entreprises veulent faire. Voilà, alors cette fameuse diapositive répétitive, mais retenez là pour tout ce qui est de questions de débouchés, d'organisation, il faudra donc contacter France Arbois-Calas ou moi. Là, elle répond très bien par écrit actuellement. Et puis, donc, pour les questions administratives, Virginie Largeron, j'ai oublié deux éléments qui me semblent importants. On favorise aussi, l'organisation favorise aussi l'obtention de stages. Ils ne sont pas obligatoires, mais le calendrier des formations et puis l'activité que déploie France permet de faciliter les stages, qui sont un premier pied dans le monde de l'entreprise et la réalité du monde professionnel, je veux dire.
Et puis aussi, en deuxième année, on est ouvert à l'alternance. Et donc, l'organisation est faite de façon à pouvoir avoir des étudiants en alternance. On a à peu près une petite moitié des étudiants cette année qui sont en alternance. Ce qui, en général, pour la promotion d'avant, la moitié des alternants ont eu un emploi direct grâce à l'alternance dans l'entreprise dans laquelle ils étaient. Merci beaucoup, Jean-Marc Lange. Donc, nous allons passer donc, au 4e parcours, Transforme, transition, ingénierie de formation et transformation des métiers, donc, qui est présenté par son responsable, Sébastien Chaliès. Bonjour tout le monde. Donc là, la présentation va être moins assumée que celle de mes collègues, tout simplement parce que c'est un parcours qui s'ouvre ou qui tente de s'ouvrir, donc il est nouveau. Il vient d'être construit et il est proposé à l'offre de formation de la faculté d'éducation au sein de l'UM. Voilà, donc je vais en dire le plus possible, même si il est encore en finalisation sur les aspects les plus précis, notamment dans la construction de certaines UE. Donc ce master-là, en termes d'enjeux, il a vraiment une focale sur un métier, qui est celui d'ingénieur de formation. Donc l'idée, finalement, c'est un master qui s'articule autour d'un certain nombre de compétences pour devenir ingénieur de formation, mais pas ingénieur de formation au sens large. Vous savez qu'il existe un bon nombre d'instituts de formation. Là, l'idée, c'est que on va aller travailler à former des ingénieurs de formation qui vont essayer de répondre à une problématique sociétale. Donc je me place en écho avec ce que disait mon collègue Jean-Marc Lange juste avant, les problématiques de transition. Donc la société est touchée par tout un tas de problématiques de transition au pluriel. Ces transitions impactent les métiers. Et donc finalement, l'enjeu de ce master, c'est de former des gens qui vont être capables de comprendre ces transformations, compte tenu des transitions, donc transformations professionnelles, et ensuite de mettre en œuvre des situations de formation. Donc le métier visé, c'est celui d'ingénieur de formation. Donc joliment dit, on va vers de l'ingénierie de formation pour répondre à des problématiques de transition qui amènent de la transformation des métiers. Donc je peux prendre un exemple en ce moment. Par exemple, nous avons un partenariat avec le CHU de Montpellier. L'intelligence artificielle relève d'une transition numérique assez brutale. Son arrivée dans l'hôpital transforme complètement les métiers de l'hôpital. Et donc l'hôpital se pose des questions en termes d'accompagnement par la formation de ces transformations. Donc voilà un peu un exemple parmi d'autres. Alors il y a des exemples peut-être plus criants. Moi personnellement, je travaille beaucoup plus sur les problématiques de transition écologique et moins de transition numérique. Mais par exemple, en ce moment, les métiers de l'architecture sont très touchés par des problématiques liées à la transition écologique. Ils reviennent finalement vers une ancienne architecture, on pourrait dire. Et donc, ça pose des questions de formation. Donc, ce master, il a vocation à permettre la construction de compétences chez les étudiants, de compréhension de ces bouleversements dans les métiers et de la construction de compétences pour essayer d'y répondre par la formation. Alors, trois piliers. On a pensé la structuration de ce master sur 3 piliers. L'idée, mais je rejoins donc la dynamique qui est portée par l'ensemble de la mention, c'est de ne pas faire un master qui est une seule vision sciences de l'éducation et de la formation, donc qui serait monodisciplinaire. Il y a vraiment l'idée de dire qu'on va être dans des apports scientifiques interdisciplinaires. Donc l'idée, c'est que si vous venez dans cette formation, vous allez vivre des formations qui vont relever des sciences de la formation, puisque le métier visé est celui d'ingénieur de formation, mais on va essayer finalement de faire intervenir d'autres disciplines, des disciplines qu'on va qualifier de contributives. Donc si vous fouillez la maquette, vous verrez apparaître l'idée de discipline contributive pour venir enrichir les apports. La deuxième idée, et je crois qu'on la partage aussi tous, Caroline l'a bien développée, c'est qu'on essaye dans la mention CEF de fonctionner sur des pédagogies qu'on va qualifier d'innovantes, même si elles commencent à être un peu vieillottes, mais elles sont innovantes par rapport à d'autres, et notamment tout ce qui est pédagogie du projet. D'accord ? Donc là, pareillement, dans ce master, on a idée de fonctionner autour de projets. D'où l'idée, par exemple, qu'on reprend au Master Mac, de travailler autour d'un projet tutoré en M1, c'est-à-dire qu'il y a un projet avec une structure et qui concrétise donc par un projet un certain nombre d'apports qui vont se concrétiser. Et puis, il y a une spécificité peut-être du master, en tout cas on y tient, on va essayer de la mettre en place. C'est cette idée qu'on va essayer d'articuler, ou en tout cas de mettre en place une éducation, une formation à et par la recherche,
sous une certaine dimension que dans notre jargon on appelle les sciences avec et pour la société, SAPS, si vous avez suivi, c'est-à-dire cette idée qu'on va faire de la recherche pour répondre à une question sociétale concrète. Et donc ce qu'on va essayer de faire dans ce master, c'est d'associer le stage et le travail de recherche, que vous ayez une question de recherche couplée avec une question de stage. Et donc, on va aller vers des modalités de faire la recherche plus transformatives. Bon, ça, vous aurez l'occasion d'y revenir. Mais voilà, 3 piliers qui vont un peu structurer la philosophie de ce master. Je fais comme mes collègues, je vous expose là très rapidement les maquettes M1 et M2. On est dans le gymnase tous et si vous voulez, il y a des plaquettes très détaillées pour venir chercher tout ça. Mais globalement, je le fais vite. On travaille de concert autour d'un tronc commun, vous l'avez compris, avec des idées fortes, autour de l'ingénierie de formation, autour de l'interculturalité. Et ensuite, on a des spécificités. Si je le dis vite, dans ce master Transform, le M1 va être plutôt consacré à la compréhension de ce que c'est qu'analyser le travail. D'accord ? Donc, on va plutôt vous accompagner à comprendre ce que c'est que le travail et le travail en train de se transformer. Et en M2, on sera plutôt autour de... Mais il se transforme pourquoi ? Donc, compréhension de l'effet des transitions et comment on l'accompagne, les problématiques de formation. Donc, j'aurais tendance à dire que dans un M1, on est plutôt à comprendre les problématiques relevant des sciences du travail, d'accord ? Et notamment avec une lecture très ergonomique des choses. Et puis en M2, on va aller plutôt à essayer à comprendre l'origine de ces transformations. Donc, c'est là où seront notamment les disciplines contributives. Et puis, les problématiques de formation pour y répondre, les sciences de la formation en particulier. En M2, nous, on va essayer de mettre en œuvre, donc comme c'est un master nouveau, on est encore en train de le construire, mais idéalement, on aimerait bien qu'il y ait un stage, vous l'avez compris, un stage en milieu réel, permettant aussi d'y accrocher la recherche. On est en train de construire. Comme mes collègues, et dans l'espoir de faire aussi bien qu'eux, on aimerait accueillir des étudiants en formation initiale venant d'horizons différents, c'est tout à fait possible. On aimerait aussi, si c'est possible, accueillir des professionnels. On sait qu'il y a des professionnels qui ont envie de venir chercher, alors peut-être pas M1, M2, mais peut-être le M2. Donc on invite aussi à ce type de public sur ce master. La sacro-sainte diapositive. Donc moi je suis Sébastien Chalier, je ne sais pas si je l'ai dit au début, pardon. Donc, je suis responsable de ce master. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai toute la journée, comme mes collègues dans le gymnase, avec tout un tas de plaquettes à disposition. Et puis, Virginie, Jean, pour les questions administratives. Merci. On va maintenant faire un petit point. Donc, après la présentation des 4 parcours, un petit point peut-être un petit peu rapide sur les débouchés. Alors, pour EFAL... Master EFAL, donc je l'ai un peu évoqué tout à l'heure lorsque j'ai présenté le parcours et le profil de certains étudiants. C'est assez varié, mais évidemment dans les champs qui relèvent de ce qui a été abordé dans le Master EFAL. Mais on a des enseignants dans les alliances françaises, très souvent directement après le Master. On a un étudiant là qui vient d'avoir un poste à Vancouver, l'Alliance française de Vancouver. Une ancienne étudiante qui part de l'Alliance française d'Edmonton et qui a été embauchée par le Banque nationale d'Ottawa, du Canada, et au poste à Ottawa. D'autres sont coordinateurs pédagogiques. Il y en a une qui est rentrée dans l'armée, mais elle est quand même coordinatrice pédagogique et de formation. Donc c'est vraiment très varié en fonction des projets de chacun, et notamment par rapport à la question des stages. Les stages vont avoir évidemment, puisqu'ils sont obligatoires dans le parcours EFAL, avoir une importance assez cruciale pour la suite du parcours. Notamment le deuxième temps de stage en M2, puisqu'il dure au moins 4 mois. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais c'est 4 mois au minimum. Et il y a des adaptations, parce que parfois, on a des structures qui demandent à avoir des stagiaires sur 6 mois. Et dans ce cas, on adapte avec évidemment à charge à l'étudiant ou l'étudiante de s'adapter et de passer les oraux du mémoire ou du stage fin août, début septembre, puisqu'il y a une session à ce moment-là également. Donc les débouchés sont nombreux, sont réels. Pour les étudiants, parfois, encore une fois, avant même d'avoir fini le stage, certains ont des offres, puisqu'évidemment, il y a un travail de circulation des stages, j'ai dit, avant la fin du master. Certains ont des offres, puisqu'ils commencent à faire circuler leur CV. Et je pense que on l'abordera après, je ne sais plus, la question de la poursuite en thèse. Pour le parcours de Master MAC,
Donc, les débouchés animateurs dans différents domaines professionnels. Alors, ça peut être le culturel, mais ça peut être le socio-culturel. Dans des champs et des institutions de différents champs artistiques, des chargés de projets de médiation, des chargés des publics. Et pour vous donner quelques exemples, alors le parcours est relativement jeune puisqu'on a 2 promotions de diplômés là. Néanmoins, les retours sont déjà là et ils sont tout à fait positifs. Il y a par exemple des étudiants dans la première promotion qui étaient c'était naissant. Elles n'étaient pas très nombreuses parce que c'était une promotion de jeunes femmes. Mais il y en a qui sont en maison pour tous. J'ai rencontré une étudiante qui est au musée régional d'art contemporain à Sérignan. Je l'ai vue avant-hier et elle vient de signer son CDI. Donc c'est des débouchés qui sont réels. Bon, je vous cache pas néanmoins que la conjoncture actuelle, il faudrait être malhonnête que ne pas signaler que la culture reste toujours un combat. Mais en tout cas, c'est des débouchés qui sont relativement ouverts, aussi bien dans des structures privées que dans des structures publiques. Je vais essayer de vous présenter les débouchés pour le parcours réseau d'ESSEC. Donc, possibilité de devenir animateur, formateur en éducation développement durable au sens large. Nous avons dans les promotions précédentes, par exemple, une étudiante qui est devenue responsable dans une association d'éducation à la santé. Donc, les éducations transversales dont vous parlez Jean-Marc Lange tout à l'heure, sont un exemple de débouché. On peut devenir éducateur dans le champ de la santé, du développement durable grâce à ce master. Mais c'est aussi un des débouchés principaux, peut-être le débouché principal, c'est chargé de projet, chargé de mission dans le domaine des RSE, des responsabilités sociétales des entreprises ou des organisations au sens large. Donc, dans le secteur de l'entreprise, ça va être des contrats proposés aux personnes pour accompagner la démarche de labellisation, par exemple, la démarche de RSE au sens large de l'entreprise. Dans les collectivités territoriales, qui sont le secteur public, ça va être des contrats à durée déterminée. Et les gens seront embauchés sur une certaine, sur 2, 3, 5 ans pour accompagner l'organisation dans sa transformation, toujours en vue d'implémenter les objectifs de développement durable. Et vous pouvez aussi, bien sûr, et c'est de plus en plus le cas, monter votre entreprise pour devenir consultant en RSE. L'Université de Montpellier met en place des ateliers pour les étudiants qui veulent monter leur entreprise, leur auto-entreprise, quel que soit le domaine. C'est le cas pour la RSE et vous aurez des outils, un accompagnement méthodologique pour l'ouverture de l'entreprise, si c'est ce que vous souhaitez. Alors sur le dernier, sur Transform, je l'ai dit plusieurs fois, le débouché visé, c'est celui du métier référencé ingénieur de formation. Parfois ingénieur de recherche. En tout cas, sur les fiches qu'on a pu repérer de propositions d'emploi, les deux se recoupent, mais vraiment la fiche RNCP, c'est-à-dire la fiche de compétences qui a orienté la construction du master, c'est ingénieur de formation. Ces postes-là, vous les retrouvez partout. Il y a beaucoup de postes ingénieurs de formation dans le secteur public. Donc je parlais par exemple de l'hôpital, j'aurais pu parler des chambres d'agriculture. Je discutais il y a quelques jours avec des collègues de la métropole. Par exemple, la métropole de Montpellier va rechercher un ingénieur de formation pour construire des plans de formation, puisque l'ensemble des agents de la métropole doivent être formés à la transition écologique. Vous voyez, c'est un poste sur des structures publiques. Et puis, et là je parle plutôt de ce que je connais compte tenu de mon implication dans la recherche, vous avez une grande multiplicité d'associations qui essayent au quotidien, dans les territoires, disait Jean-Marc, d'accompagner la transition, les transitions. Et dans un, beaucoup d'associations qui recherchent ce type de profil. Je pense en particulier à une association là en ce moment qui recherche un ingénieur de formation, l'association des réseaux nationaux des tests agricoles, c'est-à-dire des associations qui essayent d'implémenter de la nouvelle agriculture et donc qui essayent de répondre à la transition par de nouveaux formats d'agriculture.
Voilà, donc le secteur privé, le secteur public, autour d'un seul métier, celui d'ingénieur de formation. Donc, juste en quelques mots, donc, vous indiquez, vous l'aurez compris, que ce sont des parcours qui sont professionnalisants. Et là, on va répondre au projet des étudiants. Et si on a des étudiants qui ont le projet de poursuivre donc, en 3e cycle, eh bien, l'importance de la recherche dans la formation en master permet aux étudiants qui le souhaitent de poursuivre en doctorat. Pour candidater, alors vous avez le calendrier, voilà, les grandes dates de la plateforme Mon Master. Bon, ça c'est de votre ressort. Donc soyez bien attentifs et attentives aux différentes périodes. Les informations pratiques, donc les pièces du dossier. Pour l'ensemble des parcours, il va vous falloir fournir un CV, une lettre de motivation qui précise votre projet professionnel ou projet de formation. Évidemment, ce qui vous permet donc de justifier d'un diplôme de L3 ou équivalent, vos relevés de notes et d'attester donc d'un niveau d'anglais B2 ou des résultats donc de vos licences 3. Tous ces éléments, vous allez les retrouver sur les plaquettes qui sont à votre disposition dans le gymnase. Et nos collègues donc, de la scolarité qui peuvent vous recevoir pour les modalités administratives.